La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Aspelshit. Je suis en compagnie aujourd'hui d'un amoureux de la nature, Gilles Fauchon. Salut Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Dis-moi, le sentier d'excellence autour de Aspelshit permet de découvrir des magnifiques sites historiques. On peut parler du polissoir, malheureusement partiellement écroulé, mais aussi de la chapelle Saint-Vendelin. Mais il y a également un patrimoine naturel remarquable, notamment si on regarde du côté des arbres. Tu peux nous en dire un peu plus ? Exactement. La commune d'Aspelshit représente un atout considérable au niveau de la richesse botanique et forestière. Et parmi, toutes les essences forestières remarquables que nous avons sélectionnées depuis 2015, puisque nous avons édité un livre qui présentait les 500 plus beaux arbres de France, les 500 arbres d'exception, et sur les 6 arbres que nous avions sélectionnés en Moselle, j'avais mis le chêne du Kaiser à Aspelshit. Alors le chêne du Kaiser ferait partie des 500 plus beaux arbres de France. Quelle est sa particularité ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Alors ce chêne de Kaiser, c'est en fin de compte un monument naturel historique, c'est-à-dire qu'il était là en 1903, pour recevoir la visite d'un empereur, l'empereur Guillaume II, qui en mai 1903 serait venu à Aspelshit. Là, il faut parler avec précaution parce que tous les historiens ne sont jamais tous d'accord sur la date, mais nous avons procédé à une petite vérification technique. J'ai des copains qui font du cheval, et donc le problème c'était quel est le temps qu'on mettrait pour aller de la digue de l'étang jusqu'au chêne. Ça pouvait représenter presque une heure. Or, l'empereur Guillaume II était un très bon cavalier. Et en fin de compte, nous avons demandé l'aide de cavaliers et en marchant simplement au trot, ça ne dépassait pas 10 minutes, un quart d'heure. Donc, en mai 1903, le Kaiser Guillaume II se présente à Aspelshit et il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on est en train de terminer le champ de manœuvre et le champ de tir, le camp de Bitche. Et donc, le Kaiser, le Guillaume II, veut absolument voir quelque chose qui était en train de se préparer dans la grande zone sidérurgique de la Roure, chez un certain Krupp, comme on dit. C'était la fabrication des nouveaux canons dans un acier spécial qui permettait un tir plus rapide. Et c'est donc à cette époque-là que les premiers canons modernes ont été testés sur le camp de Bitche. Et le Kaiser, très curieux et très bon militaire, a voulu s'assurer de l'efficacité, et donc est venu le 14 mai 1903 à Aspelshit pour assister aux manœuvres et aux tirs. Et donc pour observer tout ceci, il faut prendre de la hauteur et être en sécurité. Et en fin de compte, le chêne du Kaiser se trouve à un des points culminants à l'ouest d'Aspelshit, et donc il y avait ce chêne qui était là, qui faisait 27 mètres de haut. Donc les Prussiens ont coupé la canopée, c'est-à-dire le sommet de l'arbre, et ont mis une espèce de mirador observatoire. Et nous avons découvert ça en 2015, un peu par hasard, parce que l'arbre était couvert de mousse, et il y avait une espèce d'ondulation qui montait le long de l'arbre. Et en fin de compte, c'est ce qui nous a permis de voir qu'il y avait des barreaux en fer qui permettaient donc à un officier de surveiller, à partir de cette plateforme, l'efficacité des tirs et les manœuvres. Et quand tout ceci était terminé, le Kaiser était satisfait. Et donc il a réuni tout son état-major au pied du chêne, et il a tenu le discours suivant, dont le témoignage écrit se trouverait dans les mémoires de l'armée impériale prussienne. Et il aura dit le 14 mai 1903, « Messieurs, je suis très content de ce que je viens de voir, très belle manœuvre, très beau tir avec les nouveaux canons, mais rappelez-vous ce que je vais vous dire à l'instant. Nous sommes en mai 1903, dans 10 ans, c'est toute l'Europe qui sera un champ de manœuvre. » D'accord, donc c'était un poste d'observation, mais également peut-être un poste de prophétie, j'ai envie de dire. Exactement. Et il a aussi des dimensions impressionnantes, cet arbre. C'est assez étonnant. À 1,30 m de hauteur, la circonférence approche pratiquement les 5 mètres. Et au départ, s'il n'y avait pas eu cette section du sommet de l'arbre, il serait pratiquement à 27 mètres. Voilà, donc on lui donne à peu près 350 ans, ce qui fait que c'est un arbre qui est historique, parce qu'en fin de compte, il a connu la période de Louis XIV et la période d'un empereur prussien. On parlait de dimensions avant, il y a également un autre arbre particulièrement remarquable, un petit peu plus loin, quand on continue en direction de la vallée vers Liederschiet, un Douglas
absolument impressionnant. Oui, tout à fait, vous avez raison. Si vous prenez le chemin qui vous mène directement sur la route forestière du Schwarzenberg, à partir du chêne du Kaiser, au bout de 2 km, à droite sur le chemin, sur la route forestière, vous allez tomber sur un arbre gigantesque, qui est un Douglas, que nous avons mesuré avec mon copain Hubert, qui va se reconnaître de l'Office national des forêts. Il y a 3 ans, il était à 63 mètres 50-60. On a procédé à d'autres mesures ces derniers temps. Et là, maintenant, il a dépassé les 64 mètres. C'est-à-dire qu'il continue de grandir entre 10 à 15 cm par an. Et ce Douglas, donc, représente, en fin de compte, pour le Grand Est, l'arbre le plus haut, à 64 mètres. Et après vérification de tous les inventaires forestiers de France, on a la joie d'avoir le numéro 2 ici, donc ce Douglas, l'arbre le plus haut, étant aussi un Douglas près de Roanne dans la Loire, et lui est à 66 mètres et demi. Alors en dehors de ces Douglas et du chêne du Kaiser qui sont des arbres référencés, il y a aussi une curiosité des arbres qui poussaient à l'origine de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Alors, je pense que vous voulez citer les fameux tuyas géants de Californie, Tuya plicata, qui existaient il y a 2 siècles seulement sur les côtes américaines et dans le Canada. Et ça a été un peu la surprise que j'ai éprouvée il y a 7 à 8 ans en fouinant dans ce coin. Et j'ai trouvé ces tuyas qui ont la particularité dans le domaine des arbres d'être des arbres qui sont capables de marcoter. Le marcotage, beaucoup de gens le connaissent parce que c'est ce qui permet, par exemple, chez les fraisiers, avec des stolons, de pouvoir pousser plus loin. Vous voyez, avec une tige qui est aérienne et qui s'enfonce dans la terre. Et là, le tuya géant de Californie a la particularité de marcoter. Si bien qu'on a repéré quel était l'arrière-grand-père qui est au milieu de tout ça, et il a fait une vingtaine de fils et petits-fils autour de lui. La particularité de cet arbre, c'est qu'il a présenté pour une population très précise, qui est celle des premières populations indiennes qui se sont installées dans le nord des États-Unis et du Canada. Et ces populations d'indiennes avaient remarqué que cet arbre leur apportait des avantages considérables. Cet arbre, il est très dur, très costaud. Donc, ils ont creusé dans les troncs des canoës. C'est bien que dans toutes ces rivières du nord des États-Unis, où il y a beaucoup de rapides, il fallait des canoës très costauds, pas seulement en bois de bouleau, en écorce de bouleau qui exploserait. Et là, ce bois-là leur permettait de passer dans tous les rapides. Donc ça, c'était le premier avantage pour se déplacer, pour pêcher, et surtout, dans la culture indienne ou amérindienne, l'avantage de cet arbre, c'est qu'il leur a permis de faire les plus beaux totems. Et tout à l'heure, vous avez parlé, on est dans une région très, très verdoyante. Quand vous parlez avec les Sariminois, ils nous prennent pour des Indiens. Eh bien là, on vit comme des Indiens. Voilà, les Indiens du Beecherland. Il faut vraiment inviter tous les auditeurs à partir à la découverte de ces arbres remarquables tout autour du village de Haspelshit. Merci beaucoup, Gilles. Merci, à bientôt.